Je reçois beaucoup de propositions pour présenter des projets en socio-financement sur Kickstarter, sur GameFound. Celui-ci, c'est moi qui ai fait la demande. Je vous explique pourquoi. Dungeon Twister, c'est parti. Bonjour tout le monde, très content de vous revoir pour la présentation de ce nouveau projet. C'est un prototype que j'ai reçu de la compagnie Ludicali. C'est un vieux jeu qui revient en socio-financement et donc sur le marché. J'ai nommé Dungeon Twister, c'est de l'auteur Christophe Bollinger et c'est un jeu qui a été initialement paru en 2004. Il y a eu une réédition en 2009 je crois, qui est ici Dungeon Twister Prison, puisque celui-ci ajoutait une variante solo. C'était un de mes premiers de ma ludothèque que j'ai additionné en solo. J'ai toujours gardé dans ma ludothèque parce que oui, c'est un jeu que j'ai joué à maintes reprises avec mon ami Stéphane. Donc Stéphane Bastien, on avait une version plus petite qu'on mettait dans des sacs et qu'on emmenait sur nos différentes expéditions de hacking, de trekking, et c'est un jeu qu'on jouait le soir, donc c'est une confrontation de 2 joueurs. Et c'est un jeu qui est très tactique. C'est un jeu dans lequel on va avoir de l'asymétrie, mais au bout du compte, on a tous les mêmes composantes. Très intriguant parce que c'est un jeu donc que j'ai gardé parce que je le trouvais très bien pour l'époque. Et quand j'ai su qu'il arrivait en campagne de socio-financement, j'ai dit je veux absolument revoir ce jeu-là pour voir s'il y a eu des évolutions, comment ça a évolué et si ça reste encore au goût du jour. Parce qu'à l'époque, j'étais sous le charme de ce jeu-ci. On en avait joué beaucoup de parties. Pourquoi changer une formule gagnante? Ce jeu-ci fonctionnait très bien et c'est ce que la compagnie a fait, c'est qu'ils ont réédité le jeu, ils ont refait l'artistique, ils ont grossi les tuiles, ils ont refait les cartes, ils ont refait de nouvelles figurines magnifiques avec un système d'aimant en plus pour ramasser les objets. Je vais vous expliquer à l'instant comment ça marche. Donc on a revampé le jeu, mais on a gardé l'essence des mécaniques de jeu de base et c'est une bonne chose parce que ça fonctionne super bien. C'est un jeu qui est très tight, ça se joue à peu près dans une 60aine de minutes et il y a 2 phases de jeu. Premièrement, on va faire la phase de mise en place. Généralement, une mise en place d'un jeu, c'est OK, on lit les règles, on s'installe et on commence. C'est pas ça du tout dans celui-là. C'est très tactique dès la première seconde de ce jeu-ci. Donc, on a une équipe en rouge et une équipe en bleu. On a essentiellement les mêmes personnages qui sont donc représentés sur des cartes et des cartes d'équipement qui sont ici. Donc, on va avoir des tuiles qui sont tous en paires. Donc, toutes les tuiles sont différentes, mais ils ont des couleurs. Et j'ai des couleurs donc en paires. Donc, j'ai un total de 8 tuiles, ce qui va faire 4 paires de tuiles. Parce que ça a une importance, parce qu'on va pouvoir bouger ce donjon-là. Tout ça, ça va représenter un grand labyrinthe, un grand donjon. On va devoir se promener dans ce donjon-là et essayer essentiellement d'atteindre la rive adverse. Donc le but de la partie, c'est de faire 5 points. Le premier qui fait 5 points remporte la partie. Donc c'est une course, vous savez que j'aime ça, et c'est une course au point. Il y a différentes façons de faire des points. Donc on part de notre zone de départ, rouge dans le cas présent, on va dévoiler les tuiles, on va se promener, et si j'ai réussi à sortir de l'autre côté, j'ai sorti, ça me fait un point, et j'ai comme ça marqué pour mon équipe. Je peux également, en cours de programme de ce donjon-ci, affronter des ennemis. Donc si j'arrive face à face avec un ennemi adverse, il y a un combat. Si je réussis à le toucher une fois, je le blesse. Si je le touche une deuxième fois lors d'un tour suivant, j'élimine le personnage. Ça me fait un autre point. Donc deuxième possibilité de faire des points. Et également, on va ramasser des objets lorsqu'on va se promener sur le donjon. Et si on réussit à ramasser le trésor ici vaut 1 point. Donc si je ramasse le trésor et je sors avec mon personnage et le trésor, c'est un point supplémentaire. Et finalement, la dernière façon, c'est notre gobelin. Donc chacun des personnages qui sont ici ont un pouvoir spécifique. Et le gobelin, il n'a pas de pouvoir. Le seul pouvoir qu'il a, c'est s'il arrive à s'échapper du donjon. Ben lui, il vaut 2 points. Donc c'est le plus faible, mais c'est le plus rapide, un des plus rapides. Et c'est également celui qui fait un point supplémentaire. Donc c'est les différentes façons de faire des points, du moins dans le jeu de base. Parce qu'à l'époque, il y a eu le jeu de base qui est sorti, mais il y a eu énormément d'extensions qui sont sorties pour ce jeu-ci. Donc moi j'ai la version ici Dungeon
Twister Prison, puisqu'il y avait le mode solo. Donc j'avais ici le Prison. J'avais le livre solo qui n'était pas des plus faciles, donc c'était chez la même compagnie. On a ici les Puissances des Ténèbres, qui était une des extensions, l'extension numéro 4. Et j'ai ici L'eau et le feu, qui est une extension numéro 3. Bon, il y a eu beaucoup d'extensions, donc je pouvais tout combiner ça et les modifier, donc changer mon gameplay. Donc j'imagine que durant la campagne, j'ai vu qu'il y avait le solo qui allait apparaître. Je vous en parle à la fin de la vidéo parce que ici j'ai le deck solo de Prison. J'imagine qu'ils vont se baser là-dessus, mais il risque d'avoir peut-être des modifications. C'est marqué Work in Progress. Et si ça va bien, les extensions sont disponibles parce que c'était déjà là. On a essentiellement, je vais vous faire un petit survol des règles rapidement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste vous donner les subtilités et surtout qu'est-ce que j'aime beaucoup du jeu. Donc, on va avoir chacun un paravent comme ça, dans lequel on va planifier, on va avoir une phase de planification de nos actions parce qu'on va avoir nos personnages qui sont ici. Je vais les passer rapidement en revue. Donc le Warrior, chacun des personnages ont ici des points de vitesse, 3 points de déplacement, points d'attaque, 3 points d'attaque. Et sa particularité, lui, il peut briser des portes, donc pour un point d'action. Parce qu'on va avoir des portes, essentiellement, lorsqu'ils vont arriver, c'est des portes qui vont être barrées comme ça, qui vont avoir un barrage. Le guerrier, lui, il peut les défoncer, donc il fait un trou dans la porte. Il ne pourra plus être refermé. Tandis que certains autres personnages vont pouvoir l'ouvrir et la fermer. Donc on va avoir ça qui va apparaître sur le plateau. Le troll, beaucoup plus fort, 4 points d'attaque, seulement 2 points de déplacement. Et il y a une capacité de régénération, donc il peut se régénérer pour un point d'action. Par contre, s'il est attaqué par une boule de feu, c'est la mort immédiate. Donc les magiciens sont forts contre les trolls. Le Walker, c'est la version anglaise que j'ai ici, mais c'est le perce-muraille, je pense en français. Peut passer à travers les murs pour un point d'action. Le Mécanoc qui lui va activer les mécaniques. Tous les personnages peuvent activer les mécaniques des pièces. Chaque pièce a une mécanique. Par contre, on va devoir suivre le sens d'orientation des mécaniques des pièces. Lui, il peut choisir son orientation. Le voleur peut désactiver les trappes. Le Wizard peut passer par-dessus les pièges avec une lévitation, donc il vole. Le healing, donc le clerc, va pouvoir guérir des personnages. Et finalement, le gobelin, on en a parlé, il peut faire des points, simplement un point supplémentaire lorsqu'il va sortir. En plus de ça, j'ai des cartes d'équipement. L'armure me permet d'avoir un point de défense supplémentaire. L'épée, un point d'attaque supplémentaire. La potion de vitesse me permet d'avoir, pour 1 d'action, j'active ma potion, je l'utilise et ça me donne 4 déplacements supplémentaires, ce qui est très fort. La rope, la corde, me permet de passer par-dessus des pièges. Le fireball, c'est uniquement pour le wizard, donc pour le magicien. Et lorsqu'il l'a, il peut cibler avec une ligne, donc sans obstacle, une créature à distance. Et le trésor, on l'a dit, ça permet de faire le point lorsqu'on sort. Donc, chaque personnage, les bleus autant que les rouges, ont toutes la même configuration. Par contre, c'est là que ça rentre très intéressant. C'est qu'au début, on va devoir positionner. Donc, derrière notre paravent, on va prendre nos jetons ici et on va décider lesquels des personnages qu'on va mettre sur notre zone de départ. Donc j'en ai 4 de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8 au total. Il y en a 4 autres que je vais cacher dans le donjon. Là, vous allez dire ça va être facile, je vais les mettre. Mais quand je vais les mettre face cachée. Mais ça va également être caché avec des équipements. Donc, et là, on le fait à tour de rôle. Donc tout ça est caché. Et on va positionner autant nos personnages ici que sur le donjon. Donc on va avoir 2 tuiles, donc 2 jetons qu'on va pouvoir mettre sur les cases devant les sorties. 3 dans le centre et 2 ici. Et on va le faire à tour de rôle. Donc mon adversaire peut décider de mettre un personnage ou un item, je ne le sais pas, là. Et à mon tour, je pourrais faire de même. Je peux aller n'importe où sur le plateau. Et ça devient très tactique, très stratégique. Ce positionnement-là de départ est déjà un premier, ce que j'appelle double guess, parce que lorsqu'on joue souvent avec la personne, donc en l'occurrence Stéphane, de ce que je joue avec, j'essaie de deviner c'est quoi sa stratégie de sa partie et je vais me positionner sur le plateau selon ce que je pense. Première étape, on fait toute cette mise en place-là et ça reste tout ça caché. Donc les tuiles restent cachées, les jetons restent cachés et on va seulement dévoiler nos personnages de départ lorsqu'on va commencer. Et là, on va les mettre, ils vont apparaître sur le board.
Et on va commencer avec nos personnages de part. À notre tour, on va avoir un deck d'action ici. Donc, on va avoir tout le main deck. Ça, c'est le deck de combat. Ça, c'est le deck d'action. Et on va avoir 2 actions, 3 actions, 4 actions ou 5 actions. Le premier joueur doit absolument jouer sa carte 2 actions. Donc, lorsque je vais jouer, je vais tout simplement jouer ma carte et je peux faire 2 actions pour commencer. Les actions, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est on peut dévoiler une tuile. Si je suis adjacent à une tuile, un de mes personnages, je peux dévoiler une tuile. Donc, je pourrais faire ça ici pour une action. Je vais dévoiler cette tuile-ci. Et on voit ici que j'ai une tuile qui est assez ouverte, qui apparaît. Donc, ça, c'est bien. Et autre action, je peux avancer. Si je regarde ici, j'ai mon mecha. Mon mecha a 3 de déplacement. Donc, je peux faire 1, 2, 3, m'en aller ici. Si je réussis à arriver sur le centre qui est ici, on voit ici que c'est un mécanisme de rotation. Dans ce cas-ci, il y a une flèche dans le sens horaire. Donc, lorsque je fais un point d'action, ce qui est une autre possibilité, utiliser un point d'action, je ne pourrais pas le faire présentement parce que j'ai seulement 2 points d'action, mais si j'ai plus de points d'action, je peux faire une rotation de cette tuile-ci, ce qui va me permettre d'ouvrir des possibilités. Là, c'est pas trop dommageable parce que j'ai pas trop de murs, mais je peux avoir des murs dans des pièces adjacentes, donc ça bloque le terrain. Et pour pouvoir faire un chemin d'accès, je vais devoir faire une rotation de ces tuiles-là. Normalement, c'est dans le sens de la flèche. Puisque j'ai le mecha ici, le mecha me permet de tourner d'un sens ou de l'autre, ce qui est quand même avantageux. Et si je veux tourner, c'est toujours d'un quart. Si je veux faire un déplacement de 2 quarts, donc d'une moitié, ça va me coûter 2 points d'action. Donc, c'est une des possibilités, 2 points d'action également. Si jamais j'ai un personnage qui est à proximité, qui est en face, ça donne que j'ai pris le même. Donc, juste pour l'exemple, je peux prendre un autre personnage ici. Donc, si je veux attaquer un personnage devant moi, ça me coûte 1 point d'action. Et à ce moment-là, on va comparer les forces. Donc, le mecha qui est ici, il y a une force de 2. Et si je compare au mage qui est ici, le wizard, il y a seulement une force de 1. Par contre, on voit que si le fireball, il est beaucoup plus fort. Lui, il doit devoir essayer d'aller trouver des équipements pour se défendre. Mais ça finit pas là le combat. Le combat, après ça, il y a une phase où on va secrètement prendre une de nos cartes de combat. Et ça, c'est des cartes à usage unique. Donc, on a exactement la même configuration que notre adversaire. Donc, j'ai plus 1, plus 2, plus 2, plus 3, plus 3, et plus 4, et plus 5. Donc, on va avoir un guess, si on veut, et on va pouvoir, comme ça, choisir chacune carte, la révéler. Seule la carte plus 0, qui est celle-ci, va revenir dans notre main. Donc, celle-ci va toujours revenir. Donc, ça, c'est la carte de bluff, si on veut. Et donc, on va essayer de se débarrasser. Si jamais je réussis à le toucher, puis ça fonctionne, je vais coucher le personnage. Il va pouvoir être soit sauvé par le clair, qui va lui donner des points de vie, soit par d'autres équipements dans des extensions, ou même transporté par un de mes coéquipiers. On peut également faire des combats combinés, donc si jamais je suis en souricière, on va additionner les forces d'attaque de ces 2 personnages-là, mais il y a toujours juste une carte combat qui va jouer. Donc il y a l'avantage aussi à travailler en équipe lorsqu'on évolue dans le donjon. Et finalement, on peut aussi récupérer des équipements. Donc, si j'ai un équipement qui est ici et je passe sur un des équipements, je vais... On va voir ici que c'est très brillamment fait avec donc l'aimant. Et je vais continuer ma route comme ça. Et à ce moment-là, si j'ai une corde, c'est ça qui veut dire que je vais pouvoir passer par-dessus les pièges. Donc, si je montre différentes pièces, pour vous montrer, donc on voit qu'il y a des pièces avec, on voit ici des pièges. Donc, les pièges, je ne peux pas passer par-dessus sans me blesser. Par contre, si j'ai une corde, la corde va me permettre de passer par-dessus. Si j'ai un magicien qui fait la lévitation, je peux également passer. Ou je peux toujours utiliser mes cartes de saut. Donc, on a 3 cartes ici de saut à usage unique pour la partie. Donc, on peut carrément défausser une carte et là, sauter par-dessus et passer grâce à une de ces cartes-ci. On en a seulement 3. Donc, action assez simple. On va user nos stratégies, on va jouer nos cartes, on va faire nos points d'action, on va essayer d'évoluer vers la sortie adverse. Donc, comme j'ai dit au début, c'est seulement la carte 2 qui peut être jouée par le premier joueur. Le prochain joueur peut jouer une carte de plus ou moins 1. Donc, dans le cas précédent, c'est seulement un 2 ou un 3. Le joueur suivant pourra jouer un 3 ou un 4. Et lorsqu'on est rendu à la limite de 5, à partir de là, le jeu est ouvert et on peut jouer les actions qu'on veut. Quand on a joué tous nos cartes, donc après 4 tours, on va reprendre nos cartes en main et on va pouvoir refaire nos actions selon les différentes cartes qu'on a ici. Donc il y a beaucoup de tactiques, de stratégies dans ce jeu-ci
faut penser aux actions que notre adversaire a jouées. Combien d'actions qu'il y a disponibles. Parce qu'avec 5 actions, on peut se rendre loin dans le donjon, on peut faire du dégât, on peut sortir avec des trésors, ça peut vite changer le vent de côté. Donc c'est un jeu qui, la position de départ est importante. Après ça, le déploiement, le développement va être également tactique parce qu'on peut très bien remporter les 4 premiers points et quand même perdre 5 à 4. J'en parle à Martin de Un monde de jeu, d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé dans sa partie. Donc ça me fait beaucoup rire à regarder ces parties-là parce que oui, c'est un jeu que j'ai joué tellement souvent. C'est un jeu que j'apprécie. Plutôt que de faire un jeu de cartes traditionnel, confrontation, moi là-dessus, je retrouve toutes les sensations d'un jeu de société avec beaucoup de stratégies, de tactiques. Et on peut vraiment, d'une partie à l'autre, surtout avec le même adversaire, commencer à comprendre ses stratégies et essayer de les anticiper. Ça ressemble beaucoup à un jeu d'échecs à ce moment-là. Donc, c'est à mi-chemin entre un jeu d'échecs et un dungeon crawler. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très bien. Donc, 2004, le jeu de base est sorti. 2009, Prison est sorti. Et maintenant, 2013 même, il y a eu un jeu de cartes qui est sorti, c'est vrai, et j'ai jamais vu le jeu de cartes, c'est un jeu de cartes de joueurs. Et donc, maintenant, la réimplantation de la compagnie qui arrive ici avec des plus grosses tuiles. On voit ici la grosseur des tuiles originales, c'était ça. Donc, la tuile est beaucoup plus grosse. L'artistique est quand même mieux. Là, ici, ça, c'était l'extension avec le feu. Vous allez sûrement voir ça arriver et on voit que j'avais différentes extensions. Dans la première version, c'était des standees tout simplement, donc on se promenait avec des standees. Dans la version prison, il y a eu des figurines qui sont arrivées par après, qui étaient quand même assez bien, mais on voit que un peu plus petites. Et donc là, on arrive avec une version beaucoup plus moderne, avec des socles représentatifs, déjà des couleurs. On va avoir l'aimant qui va ramasser nos différentes tuiles ici qui sont aimantées. Ça, c'est super bien. Et bon, c'est le même principe. Donc, avec les tuiles, ils ont été également modifiées. On va avoir des portes, des herses qu'on va arriver. On va mettre nos portes. Les mécaniques, on voit ici que ces deux-là sont de même couleur. Donc, lorsque je suis ici, je peux faire tourner cette tuile-là ou cette tuile-là. Donc, tout ça fonctionne en paire. Ils ont gardé vraiment l'essence du jeu de base que j'apprécie et ça a été donc une réimplantation avec de belles artistiques, les mêmes personnages, mais quelque chose qui fonctionne super bien. Et peut-être un petit tour sur le solo, ça risque d'être très différent. Je sais qu'il n'a pas été annoncé là, au moment que je fais la vidéo, ça marque Work in Progress, donc ils sont en train de le repenser. Le solo était muni d'un bon deck de cartes. On avait un système de backbuilding, si on veut. Donc, on piochait dans ça ici. On regardait quel personnage s'activait. Et ensuite, on prenait la carte correspondante. On allait la chercher et on dictait qu'est-ce que ce personnage-là allait faire. Donc, il y avait un objectif en priorité. Donc, de 1 à 6. Donc, si en 5 actions, on était capable de révéler une tuile, ce personnage-là, avec cette carte-là, c'est ça qu'elle faisait. Après ça, il y avait un objectif de priorité. Si elle devait prendre des objets, il y avait les objets en priorité. Et si elle devait confronter un adversaire, elle avait des adversaires qui étaient prédestinés. Donc, chacune des cartes avait comme ça des ordres de priorité. Ça fonctionnait bien. C'était un petit peu le temps de l'adversaire demandait un peu de réflexion. Est-ce qu'on devait compter? Est-ce que je peux me rendre? Est-ce que je peux y aller? Oui, ça fonctionne. On avait un système de dés également avec tout ça. Donc, c'était bien, mais c'était pas ce qu'on voit maintenant dans les solos. C'est pour ça que j'imagine qu'ils veulent le repenser un peu. Mais ça fonctionnait. Donc, je réussissais à faire des parties intéressantes avec Dungeon Twister Prison. Donc, tout ça pour dire que le solo va bien fonctionner. À savoir comment ils vont le penser. Le 2 joueurs est vraiment excellent. Ça se joue également en équipe. Donc, on peut y aller en équipe avec le jeu. Et juste le fait de placer nos positions et d'essayer d'anticiper qu'est-ce que notre adversaire a mis. Parce que là, lorsqu'on arrive, il va y avoir des tuiles sur la map ici. Et là, lorsque vient le temps de révéler, je dis, oups, attendez, là, j'ai 2 qui est en moi. Je me rappelle ce que j'ai mis là, mais lui, il a mis quelque chose là. Donc, qu'est-ce que lui a mis? Je ne sais pas trop. Et lorsque je fais mon mouvement pour révéler ma tuile, je vais tout simplement la retourner.
Et c'est à ce moment-là que les personnages vont apparaître. Et là, certaines fois, je vais arriver dans des emplacements que je vais être correct, mais dans certaines autres fois, je vais être peut-être bloqué devant un mur, donc il faut que j'interagisse. Et la façon que ça fonctionne, c'est que les jetons vont être placés par l'adversaire. Donc, si c'est le rouge qui vient de dévoiler cette tuile-là, ben, le bleu, c'est moi qui vais le positionner. Donc, je vais peut-être pouvoir cacher là, c'est un personnage. Par contre, le personnage, c'est à lui. Quand c'est des objets, je peux aller les cacher. Puis là, vu que c'est moi qui ai révélé, c'est lui qui va me la mettre. Donc, il risque de me la mettre là. Elle ne sera pas accessible dans cette pièce-là. Je vais être obligé de faire le tour pour aller la chercher. Donc, il y a un autre aspect de tactique qui s'installe dès qu'on révèle les positionnements des personnages qu'on va mettre, parce que là, on peut directement quasiment aller se confronter, et on peut également, donc on fait apparaître des personnages, et les objets, ben, on va les placer pour que notre adversaire, ce soit difficile d'être utilisé pour lui. Donc, beaucoup plus stratégique et tactique qu'on pense, et ça fait une belle rejouabilité. C'est vraiment dans l'esprit d'un jeu d'échecs mixé avec un dungeon crawler, ce que j'adore. Alors, résumé, il y a de la nourriture qu'on appelle des comfort food. Donc, lorsque on a besoin de se réconforter, la nourriture de maman, ça fait toujours du bien. Ben, il y a aussi des comfort board games. Et pour certains, ça va être Monopoly, Uno ou autre classique du genre. Pour moi, Dungeon Twister représente ça, donc jeu réconfortant qui me fait remonter de vieux sentiments agréables et pour lequel je vais toujours dire oui pour une partie. Donc très content de voir que ça arrive sur le marché, qu'il y a eu une belle réimplantation et qu'une nouvelle génération de gamers pourra le découvrir et espérant que on aura la suite qui arrivera également avec. Donc je vais suivre la campagne de près, je vous invite à aller le faire de même. Si vous décidez d'y aller, profitez-en pour leur dire bonjour de ma part. Et je vais suivre la campagne, je réponds aux commentaires. S'il y a des questions, je pourrais demander également à la chargée de projet pour y répondre. Et ben, on se dit à la prochaine. Et j'essaye de faire une partie de confrontation à bon retour de vacances en compagnie de Stéphane. Alors, c'était pour Dungeon Twister, la nouvelle mouture qui arrive sur GameFound. Bye tout le monde, à la prochaine.